Papa, cours, cours et ne te retourne pas, hurle ma fille en me poussant violemment vers la voiture. Je descends à peine de mon véhicule, encore imprégné des arômes sublimes du château Angélus, quand Florence, livide, agrippée à mon bras, lâche la vérité qui me glace le sang. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Papa, cours, cours et ne te retourne pas. Les mots de Florence ont déchiré l'air humide de cette fin d'après-midi de mars. J'étais à peine descendu de ma voiture, les clés de la cave tardie encore à la main, savourant mentalement les arômes du château Angélus que je venais de déguster à Saint-Émilion. Ma fille s'est jetée sur moi, le visage d'une pâleur de craie, les mains tremblantes agrippées à mon bras. « Florence, qu'est-ce qui... Ils vont te tuer ce soir !» a-t-elle sifflé en me poussant vers la voiture. J'ai entendu Thierry et Stéphane pendant le dîner. Ils vont mettre quelque chose dans ton vin. Papa, je t'en supplie, pars. Le sang s'est glacé dans mes veines. Pendant une seconde, une seule, j'ai voulu croire à une mauvaise plaisanterie. Mais les larmes qui roulaient sur les joues de ma fille, ses ongles enfoncés dans mon avant-bras, la terreur pure dans ses yeux. Ce n'était pas une blague. Tu es certaine de ce que tu as entendu ? Thierry était au téléphone avec Stéphane dans le bureau. Il a dit... Sa voix s'est brisée. Il a dit que tu prenais trop de temps à mourir naturellement, que le dîner de ce soir serait la solution définitive. Papa, je ne savais pas, je te jure que je ne savais pas. J'ai regardé ma cave tardie derrière elle, 28 années de travail, de passion, de réputation bâtie bouteille après bouteille. Mon gendre y travaillait depuis 3 ans. Mon gendre que j'avais accueilli dans la famille, formé, à qui j'avais confié les clés de mon commerce, mon gendre qui planifiait de m'assassiner. « Rentre à la maison », ai-je dit avec un calme que je ne ressentais absolument pas. « Fais comme si de rien n'était. Ne lui montre rien. Tu comprends, Sir Florence ? Rien. Mais papa, fais-moi confiance. » J'ai serré ses mains dans les miennes. « Je vais à l'hôtel. Je t'appellerai demain matin. Maintenant va, et joue ton rôle. » Elle a hoché la tête, s'est essuyé les yeux, a inspiré profondément. Puis elle est repartie vers sa voiture, le dos droit, retrouvant cette dignité que je lui avais toujours connue. Ma fille, ma Florence qui venait de sauver la vie de son père en trahissant son mari. J'ai démarré et roulé sans vraiment voir la route. Mes mains agrippaient le volant comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui venait de basculer. L'hôtel de 16 m'a accueilli avec sa discrétion habituelle. Chambre 47, 3e étage, vue sur les toits de Bordeaux. Une fois la porte verrouillée, je me suis effondré sur le lit. Thierry Servant, mon gendre depuis 8 ans, le mari de ma fille, le père de mes futurs petits-enfants, du moins l'avais-je cru. Cet homme charmant qui m'appelait François, avec cette familiarité calculée, qui souriait en me servant le café, qui parlait de notre avenir commun. Cet homme voulait me tuer. J'ai ouvert la fenêtre pour respirer l'air frais. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Quelque part dans ces rues, Thierry préparait son dîner empoisonné. Attendait-il déjà mon retour ? S'inquiétait-il de mon absence ? Les 6 derniers mois se sont déroulés dans ma tête comme un film qu'on rembobine. Tous ces détails auxquels je n'avais pas prêté attention, trop occupé par mes dégustations, mes clients, ma réputation. Janvier. Thierry m'avait demandé si j'avais une procuration bancaire. Pour faciliter les opérations courantes, François, tu n'as pas toujours le temps de signer. J'avais refusé poliment. Son sourire s'était figé une fraction de seconde. Février. Une conversation anodine sur les successions. Au fait, tu as fait ton testament. C'est important à ton âge, non ? À mon âge. J'avais 64 ans, pas 90. Mais j'avais ri, éludé la question. Et puis ces remarques, de plus en plus fréquentes. Tu devrais te reposer, François. Tu travailles trop pour ton âge. Il faudrait peut-être penser à ralentir. À mon âge. Toujours cette expression. Comme si 64 ans faisaient de moi un fossile bon pour la retraite. Ou mieux encore, pour le cimetière. J'ai sorti mon téléphone, 3 messages de Thierry. Florence m'a dit que tu restais en déplacement ce soir ? J'avais préparé un bon dîner. Dommage. On se voit demain alors. Bonne soirée.
Bonne soirée. L'hypocrisie suintait de chaque mot. Ce dîner qu'il avait préparé, ce dîner qui aurait dû être mon dernier. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la chambre. Cheveux gris, certes, mais encore fournis. Quelques rides, le privilège de l'expérience. Des mains fermes qui avaient débouché des milliers de bouteilles, qui savaient reconnaître un grand cru au premier effleuve. Non, je n'étais pas prêt à mourir. Et certainement pas empoisonné par un petit arriviste qui convoitait mon héritage. La colère montait, froide et claire comme un chablis grand cru. Pas une rage aveugle, j'avais passé l'âge de ce genre d'émotion. Non, c'était quelque chose de plus concentré, de plus dangereux. Une détermination glaciale. Thierry voulait ma mort. Il allait découvrir que j'étais loin d'être ce vieux fatigué qu'il imaginait. J'ai ouvert mon carnet d'adresses. Maître Fabien Rousseau, avocat. Je le connaissais depuis 15 ans, un homme rigoureux qui avait géré plusieurs transactions pour la cave Tardy. Demain matin, première heure, j'irai le voir. Puis j'ai pensé à maître Antoine Leclerc, mon notaire. Les testaments, les donations, tout ce que Thierry cherchait tant à connaître. Il était temps de revoir tout ça, en profondeur. La nuit est tombée sur Bordeaux. Dans la chambre d'hôtel, j'ai bu un verre d'eau minérale. Ironique, n'est-ce pas, de me méfier même du vin maintenant. J'ai réfléchi, calculé, anticipé. Thierry croyait avoir affaire à une proie facile, un homme vieillissant, trop confiant, trop bon. Il allait apprendre que 30 ans dans le monde du vin m'avaient enseigné bien plus que l'art de la dégustation. J'avais appris la patience, l'observation, et surtout, j'avais appris qu'un grand vin se bonifie avec le temps. Ma vengeance aussi. Le cabinet de maître Fabien Rousseau sentait le cuir et les vieux livres de droit. À 9 heures précises, j'étais assis face à lui, chemise impeccable, cravate sobre. L'avocat m'a écouté sans m'interrompre, ses doigts croisés sous son menton. Sans preuve tangible, la police ne pourra rien faire, a-t-il finalement déclaré. Un témoignage de votre fille qui a entendu une conversation. Thierry niera tout. Vous le connaissez. Alors qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il réussisse? Non. Maître Rousseau s'est penché en avant. Vous vous protégez, juridiquement d'abord, et vous rassemblez des preuves. S'il veut vraiment vous nuire, il fera des erreurs. Nous avons discuté pendant 2 heures. Plan d'action, stratégie, protection des actifs. À 11 heures, j'avais une feuille de route claire. En sortant, j'ai appelé une détective privée dont Maître Rousseau m'avait glissé le nom. Samuel Fontaine. Rendez-vous à 13 heures dans un café discret près de la gare Saint-Jean. Elle était exactement comme je l'imaginais. Quarantaine, regard perçant, poignée de main ferme. « Monsieur Tardy, je vous écoute. » Je lui ai tout raconté. Elle prenait des notes dans un carnet, hochait la tête. « Filature classique pour commencer, » a-t-elle dit. Thierry Servant et ce Stéphane Albert. Photo, lieu de rendez-vous, contact. Si votre gendre prépare quelque chose, il communique forcément avec ce complice. En combien de temps avez-vous besoin des résultats? Le plus vite possible. J'ai sorti mon chéquier. Vos honoraires? 3 000 € pour 2 semaines de surveillance intensive. Plus les frais. Marché conclu. À 15 heures, j'étais dans l'étude notariale de maître Antoine Leclerc. Place Péberland, au cœur de Bordeaux. L'homme était méticuleux, presque maniaque. Exactement ce dont j'avais besoin. François, tu veux refaire ton testament? Complètement. Et créer une SCI pour la maison de Saint-Émilion. Ses sourcils se sont levés. La maison de famille, celle que tu as héritée de tes parents? Précisément. Je veux que Florence ait 30% des parts, moi 70. Thierry, 0. Florence est mariée sous le régime de la séparation de biens, n'est-ce pas? Oui. Dieu merci, j'avais insisté pour ce contrat de mariage 8 ans plus tôt. Thierry avait rechigné, mais j'avais été ferme. Protection mutuelle, avais-je dit. En réalité, je protégeais ma fille. Alors c'est parfait. Les parts de la SCI resteront sa propriété personnelle. Et pour le reste? Donation-partage. Je veux organiser ma succession de mon vivant. Florence recevra ce qui lui revient, mais avec un usufruit en ma faveur. Avis. Maître Leclerc a souri finement.
Tu es en train de tout verrouiller. Exactement. Cela va prendre quelques semaines. Les documents, les formalités. Je paierai ce qu'il faut pour accélérer. À 18 heures, épuisé mais satisfait, je suis rentré chez moi. L'appartement du cours de l'intendance m'a semblé étrangement hostile. Thierry était là, bien sûr, installé dans le canapé du salon, une bière à la main. « François, tu es rentré ?» Il s'est levé, souriant. « Désolé pour hier soir, j'espère que ton déplacement s'est bien passé. » « Très bien. » J'ai posé ma veste. Saint-Émilion était magnifique. « Tu aurais dû m'appeler, je serais venu. » Son ton était léger, mais ses yeux me scrutaient. Cherchait-il à déceler quelque chose? Un soupçon? Une méfiance? C'était une visite impromptue. Je me suis dirigé vers la cuisine. Florence est là? Elle prépare le dîner. Il m'a suivi. Écoute, François, il faut qu'on parle. De la cave. J'ai quelques idées pour développer les ventes. Pas ce soir, Thierry. Je suis fatigué. Bien sûr, bien sûr. Mais il restait là, adossé au chambranle, me regardant sortir une bouteille d'eau du réfrigérateur. Tu ne bois pas de vin? Pas ce soir. Un silence. Puis, tu es sûr que tout va bien? Tu as l'air tendu. J'ai regardé mon gendre, vraiment regardé. Le sourire charmeur, les mains dans les poches, cette décontraction étudiée. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Je vieillis, Thierry, tu me l'as assez répété. Il a eu un rire gêné. Je n'ai jamais dit ça. Si, régulièrement. J'ai bu une gorgée d'eau. Mais tu as raison. Il est peut-être temps que je pense à ralentir. Ses yeux se sont illuminés. Une fraction de seconde, mais je l'ai vu. L'avidité. L'espoir. Vraiment, tu y réfléchis? J'y réfléchis. Mensonge. Je n'avais aucune intention de ralentir. Mais lui faire croire que son plan fonctionnait, qu'il m'avait usé, épuisé, c'était une arme supplémentaire. Florence est apparue dans l'embrasure. Nos regards se sont croisés une demi-seconde. Elle avait les traits tirés, les yeux rougis. Mon cœur s'est serré. « Le dîner est prêt », a-t-elle annoncé d'une voix blanche. Nous nous sommes installés à table. Poulet rôti, légumes, salade. Florence avait mis le couvert avec soin, comme toujours. Thierry parlait, racontait des anecdotes sur des clients, riait de ses propres blagues, je l'observais. Chaque geste, chaque intonation, chaque sourire. Cet homme qui partageait les repas de ma famille depuis 8 ans, cet homme qui embrassait ma fille chaque matin, cet homme qui m'appelait François, avec cette familiarité feinte. Cet homme qui, 24 heures plus tôt, planifiait de m'empoisonner à cette même table. J'ai repensé à cette époque où Florence me l'avait présenté. Un après-midi de printemps, ils étaient entrés main dans la main à la cave Tardy. Elle rayonnait. Lui avait cette assurance des jeunes hommes convaincus de leur charme. « Papa, je te présente Thierry. » Il avait serré ma main fermement, trop fermement. « Monsieur Tardy, Florence m'a tellement parlé de vous. C'est un honneur. » Des compliments sur mes vins, des questions intelligentes sur les appellations, une connaissance superficielle mais suffisante pour impressionner. J'avais vu Florence le regarder avec adoration et mon cœur de père avait cédé. Quelques mois plus tard, il m'avait demandé sa main, cérémonieux, presque old school. « Monsieur Tardy, j'aime votre fille. Je voudrais l'épouser. » Comment refuser? Florence était heureuse. Le mariage avait été sobre mais élégant. Saint-Émilion, évidemment. La maison de famille décorée de roses blanches. Florence sublime dans sa robe de mariée. Et Thierry, impeccable dans son costume, qui promettait de la chérir jusqu'à ce que la mort les sépare. La mort. Le mot résonnait différemment maintenant. Après le mariage, je lui avais proposé un poste à la cave Tardy. « Tu fais partie de la famille maintenant, autant travailler ensemble. » Il avait accepté avec enthousiasme. Trop d'enthousiasme peut-être. Les premiers mois avaient été corrects. Il apprenait, posait des questions, servait les clients. Puis les demandes avaient commencé. Un accès au compte, une procuration. Plus de responsabilité, plus de pouvoir. Et ses remarques sur mon âge, insidieuses, répétées. « Tu devrais déléguer, François. À ton âge, il faut penser à se ménager. Et si tu prenais quelques semaines de vacances, je peux gérer. » Je gérais. Ma cave, mon héritage, ma vie. « François, tu m'écoutes?
La voix de Thierry m'a ramené au présent. Il me regardait, sourcils froncés. Pardon, j'étais ailleurs. Je disais que Stéphane aimerait nous rencontrer. Il a des contacts intéressants pour des vins d'importation. Stéphane, le complice, l'autre homme de la conversation que Florence avait surprise. Des vins d'importation? Oui, des opportunités exceptionnelles, des prix imbattables. Thierry s'est penché en avant. On pourrait vraiment développer la marge. Des prix imbattables. J'imaginais très bien le genre d'opportunités. Des contrefaçons, probablement, ou au mieux, des vins douteux revendus avec de fausses étiquettes. On verra, ai-je répondu évasivement. Le reste du dîner s'est déroulé dans un faux semblant de normalité. Florence débarrassait, les gestes mécaniques. Thierry continuait de parler, inconscient ou indifférent à l'attention. Et moi, je jouais mon rôle. Le père fatigué, le patron vieillissant, l'homme qu'on peut manipuler. Mais dans ma tête, les pièces se mettaient en place. Maître Rousseau, Samuel Fontaine, Maître Leclerc, les documents, les preuves à venir, la protection juridique. Thierry croyait m'avoir acculé. Il ne voyait pas le piège qui se refermait lentement autour de lui. Comme un grand vin, la vengeance nécessitait du temps, de la patience et du savoir-faire. Et j'avais les trois. Le rapport de Samuel Fontaine est arrivé 2 semaines plus tard, mi-avril. Une enveloppe Kraft, déposée discrètement à la cave Tardy pendant que Thierry était en rendez-vous client. Je l'ai glissée dans mon attaché-case sans l'ouvrir, attendu 18 heures, et je suis monté dans ma voiture. Direction Saint-Émilion. La maison de famille. 45 minutes de route pour lire tranquillement ce que ma détective avait découvert. Le soleil déclinait sur les vignobles quand je me suis installé dans le salon de la vieille demeure. Fenêtres ouvertes, air tiède parfumé de terre et de raisin. J'ai ouvert l'enveloppe. Photographies. Dizaines de photographies. Thierry et Stéphane Albert dans divers cafés de Bordeaux. Terrasse, comptoir, parking. Toujours les mêmes gestes furtifs, enveloppes échangées, regards nerveux, conversations à voix basse. Mais ce n'était pas tout. Sujet A, Thierry Servant, et sujet B, Stéphane Albert, se rencontrent 3 à 4 fois par semaine, écrivait Samuel de son écriture précise. Lieu variable. Le 8 avril, sujet B a remis à sujet A 2 cartons marqués « Échantillon fragile ». Transfert effectué dans le parking du Auchan de Mérignac, 14h23. Sujet A a chargé les cartons dans son véhicule et s'est dirigé vers Cave Tardy, rue Esprit des Lois. J'ai regardé les photos correspondantes. Thierry ouvrant son coffre. Stéphane déposant les cartons. Poignée de main. Sourire complice. Des échantillons. Dans ma cave. Sans mon autorisation. Le rapport continuait. Le 10 avril, sujet A a transporté une caisse de la réserve de Cave Tardy vers le domicile de sujet B, quartier des Chartrons, appartement au 34 rue Notre-Dame. Durée de la visite, 47 minutes. Sujet A est ressorti sans la caisse. Je me suis levé, marchant de long en large dans le salon. Mon vin. Thierry prenait mon vin et le transportait chez son complice. Pas des échantillons, pas des tests. Du vol, pur et simple. Conversation, enregistrée, extrait, indiquait la page suivante. J'ai lu, puis relu. Chaque mot était un coup de poignard supplémentaire. Café Le Regent, 12 avril, 11h15. Stéphane, les Pomerol, tu peux en sortir combien cette semaine? Thierry, 10 bouteilles. Peut-être 12 si le vieux ne fait pas l'inventaire. Le vieux? Moi, Stéphane. Les étiquettes sont prêtes. On les remplace par les corbières, comme d'habitude. Personne ne voit la différence. Thierry. Les clients non plus, surtout les touristes. Ils boivent l'étiquette, pas le vin. Rire. Il riait. J'ai serré le rapport si fort que mes jointures ont blanchi. Ces ordures ne volaient pas seulement mon stock. Ils remplaçaient mes grands crus par de la piquette et revendèrent les originaux au noir. Ma réputation, 28 ans de travail, la confiance de mes clients, tout ça, ils le détruisaient pour quelques milliers d'euros de bénéfices rapides. Le rapport se poursuivait. D'autres conversations, d'autres rendez-vous. Un schéma émergeait. Stéphane fournissait les fausses bouteilles et les étiquettes contrefaites.
Thierry effectuait les substitutions à la cave. Il partageait les profits, simples, efficaces, ignobles. Estimation financière, avait noté Samuel. Sur la base des observations de 2 semaines et des volumes discutés, entre 3 500 € et 4 200 € de marchandises détournées par semaine, extrapolées sur 6 mois, approximativement 90 000 € à 110 000 €. 90 000 € minimum. J'ai fermé le dossier et regardé par la fenêtre. Les vignes s'étendaient à perte de vue, ligne parfaite sous le ciel qui s'assombrissait. Mon père avait planté certaines de ces vignes, mon grand-père avant lui. Des générations de travail honnête, de respect du terroir, de passion pour le vin authentique. Et mon gendre transformait ça en supermarché de contrefaçon. Le lendemain matin, j'étais de retour à la cave Tardy, avant l'ouverture. 6h30. Thierry n'arrivait jamais avant 9h, trop occupé à gérer son réseau, sans doute. J'ai verrouillé la porte derrière moi et commencé l'inventaire. Systématiquement, méthodiquement, chaque bouteille comptée, chaque référence vérifiée contre mes registres personnels, la réserve d'abord. Les grands crus, mes trésors, Château Pétrus, 1990. Stock théorique, 6 bouteilles. Stock réel, 4 bouteilles. Manque, 2. Romanée, Conti, 1985. Stock théorique, 3 bouteilles. Stock réel, 1 bouteille. Manque, 2. La liste s'allongeait. Page après page, Pomerol, Saint-Émilion, Margaux. Mes plus belles pièces, volatilisées. À 11h, j'avais le chiffre exact. 87 340 € de vin manquant. 87 340 €. Thierry est arrivé vers 9h15, décontracté, café, à emporter à la main. Il a sifflé en entrant. « François, tu es là tôt, tout va bien ?»« Inventaire », ai-je répondu sans lever les yeux de mon registre. « Contrôle fiscal prévu en juin, autant anticiper. » J'ai vu sa main se crisper imperceptiblement sur son gobelet. « Ah bon ? Je n'étais pas au courant. » « Normal, c'est moi qui reçois les courriers de l'administration. » J'ai tourné une page. « D'ailleurs, tu pourrais m'aider. Vérifie les Pomerol en réserve. Il me semble qu'il manque des bouteilles. » Le silence qui a suivi était délicieux, presque palpable. « Des bouteilles manquantes ? » ?»« Oui. » J'ai relevé la tête, le regard neutre. « Mes registres indiquent 6 Pétrus 1990. Je n'en trouve que 4. Une erreur de ma part, peut-être. » Thierry a dégluti. Je vais vérifier. Peut-être qu'on les a vendus et que l'entrée n'a pas été faite correctement. Peut-être. Je suis retourné à mon inventaire. Vérifie aussi les Romanée Conti et les Margaux. J'ai l'impression que les chiffres ne correspondent pas. Il est parti vers la réserve, démarche moins assurée qu'à son arrivée. Je l'ai entendu farfouiller, déplacer des caisses, jurer à voix basse. 20 minutes plus tard, il est revenu, front perlé de sueur, malgré la fraîcheur du matin. « François, il y a effectivement des écarts, mais je suis sûr qu'on peut expliquer. Peut-être des ventes que j'ai oublié de noter ou des erreurs de comptage lors des dernières livraisons. Tu sais comment sont les fournisseurs parfois. » J'ai hoché la tête pensivement. Bien sûr, les erreurs arrivent. J'ai refermé mon registre. Mais 87 000 € d'erreurs, c'est beaucoup, tu ne trouves pas ? Son visage est devenu cendré. 87. Quoi ? 1000 €. J'ai posé mes mains à plat sur le comptoir. C'est le montant approximatif de la marchandise manquante d'après mon décompte préliminaire. Mais je me trompe peut-être. On va reprendre tout ça ensemble. Toi, moi et un expert comptable. Histoire d'être sûr. Un expert comptable ? François, c'est pas nécessaire, je peux. Oh si, c'est nécessaire. Mon ton était toujours aimable, presque paternel. Surtout avant un contrôle fiscal. On ne plaisante pas avec l'administration, tu comprends, n'est-ce pas ? Il a hoché la tête, regard fuyant. Bien sûr, bien sûr. Parfait. Je prends rendez-vous pour la semaine prochaine. En attendant, j'ai sorti une clé de ma poche, celle de la réserve. Je vais garder cette clé sur moi. Par sécurité, on ne sait jamais avec toutes ces histoires de cambriolage dans le quartier. Thierry a regardé la clé comme si c'était un serpent. D'accord, si tu penses que c'est mieux.
Je pense. Le reste de la journée, je l'ai observé. Vraiment observé comme Samuel m'avait appris à le faire. Les détails, les micro-expressions, les gestes nerveux. Thierry vérifiait son téléphone toutes les 10 minutes, envoyait des messages en cachette, sortait fumer alors qu'il ne fumait pas. À 13 heures, il a prétexté un rendez-vous fournisseur et est parti précipitamment. J'ai appelé Samuel. Il vient de sortir. Vous pouvez le suivre ? Déjà dessus. 2 heures plus tard, elle me rappelait. Café Le Regent avec Stéphane Albert. Conversation animée. Votre gendre a l'air, disons, préoccupé. Photographiez tout. C'est fait. Le soir, Thierry est rentré à l'appartement avec une bouteille de whisky et s'est enfermé dans le bureau. Florence m'a regardé, interrogative. Il a des soucis professionnels, ai-je dit simplement. Elle n'a pas insisté. Elle savait. Pas les détails, pas encore. Mais elle sentait que la toile se resserrait. Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai repensé à toutes ces années. À ma naïveté, ma confiance aveugle. J'avais voulu voir en Thierry le fils que je n'avais jamais eu, le successeur, l'héritier de la cave Tardy. Quelle ironie. Il voulait hériter, certes, mais pas en continuant mon œuvre, en la pillant, en me tuant. Erreur de jugement ? Sans doute. Mais plus maintenant. Maintenant, je voyais clair. Et ce que je voyais était un parasite qui avait infiltré ma famille, mon commerce, ma vie. Un parasite qu'il était temps d'exterminer, légalement, définitivement. Vous comprenez ce que cela signifie, François ? Maître Fabien Rousseau feuilletait le dossier que je venais de poser devant lui. Rapport de Samuel, inventaire détaillé, écart financier, photos, enregistrements. Le visage de l'avocat était grave. Cela signifie que j'ai les preuves, ai-je répondu calmement. Vous avez plus que des preuves. Il a tapoté le dossier. Vous avez de quoi porter plainte pour vol, abus de confiance et recel. C'est du pénal, François. Thierry risque la prison. Bien. Maître Rousseau m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous êtes sûr de vouloir aller jusque-là ? C'est votre gendre, le mari de votre fille. Justement, il a trahi ma fille autant que moi. J'ai croisé les bras. Je veux qu'il paie, mais méthodiquement, juridiquement. Alors voici ce que nous allons faire. L'avocat a sorti un bloc-notes. Premièrement, licenciement pour faute grave. Vol et détournement de marchandises constituent une faute grave incontestable. Vous pouvez le licencier immédiatement, sans préavis, sans indemnité. J'ai hoché la tête. Parfait. Deuxièmement, assignation devant le tribunal correctionnel pour les faits de vol et abus de confiance. Les preuves sont solides. Le procureur suivra. Combien de temps ? Pour l'assignation, 3 à 4 semaines. Pour le jugement, 6 à 8 mois minimum. 6 à 8 mois, une éternité. Mais j'avais appris la patience. Troisièmement, Maître Rousseau a hésité. Votre fille, il faut qu'elle divorce. Maintenant. Avant que Thierry ne tente de saisir des biens communs ou de bloquer des comptes. Florence est en séparation de biens. Je sais. Mais Thierry peut quand même demander une prestation compensatoire. Prétendre qu'il a contribué au train de vie du couple, qu'il mérite compensation pour la rupture. C'est du bluff, mais ça peut retarder la procédure. Que faire ? Divorce pour faute, adultère serait idéal, mais on n'a pas ça. Par contre, les faits pénaux, le vol, peuvent constituer une faute grave, justifiant le divorce. Florence n'aura rien à verser. Mieux, elle peut demander des dommages et intérêts pour préjudice moral. L'idée m'a plu. Thierry non seulement perdait tout, mais devait payer pour avoir détruit ma fille. J'en parle à Florence ce soir. Faites, et faites-le vite. Maître Rousseau s'est penché en avant. François, une dernière chose. Une fois que vous lancez cette machine, il n'y a plus de retour en arrière. Thierry va contre-attaquer. Il va vous accuser de harcèlement, de licenciement abusif, de n'importe quoi pour se défendre. Êtes-vous prêt ? Absolument. Le soir même, j'ai eu la conversation avec Florence. Pas à l'appartement, trop risqué avec Thierry dans les parages. Dans un restaurant discret, le chapon fin, où nous avions nos habitudes. Florence picorait sa salade, l'air absent. Je lui ai tendu le dossier de Samuel. Lis, elle a ouvert,
parcourut les premières pages. Son visage s'est progressivement décomposé. Les photos de Thierry et Stéphane, les transcriptions des conversations, les sommes détournées. Papa, tu ne savais pas? J'ai posé ma main sur la sienne. Comment aurais-tu pu savoir? Il t'a manipulé, comme il m'a manipulé. Ses yeux se sont emplis de larmes. J'ai épousé un voleur, un criminel. Un homme qui voulait me tuer. N'oublie pas. Mon ton s'est durci. Florence, écoute-moi. Il faut divorcer. Maintenant. Avant qu'il ne tente de sauver les meubles en s'accrochant à toi. Divorcer? Elle a essuyé ses yeux. Oui, tu as raison, je ne peux pas rester mariée à ça. Maître Rousseau s'en occupe. Divorce pour faute. Tu ne lui devras rien. C'est lui qui paiera. Florence a ri, un rire amer. Il n'a même pas d'argent. Tout ce qu'il possède, il l'a volé. Raison de plus pour couper les ponts. J'ai bu une gorgée de vin. Un Pessac léognan que j'avais choisi spécialement. Tu vas t'en sortir, ma chérie. Tu vas reconstruire. Et cette fois, sans ce parasite. Elle a serré ma main. Merci, papa. C'est moi qui te remercie. Tu m'as sauvé la vie. 3 jours plus tard, j'étais de retour chez maître Antoine Leclerc. Le notaire avait préparé tous les documents pour la SCII Vignoble Tardy. 70% pour toi, 30% pour Florence, a-t-il récapitulé. La maison de Saint-Émilion est transférée dans le patrimoine de la SCI. Valeur estimée à 680 000 euros. 680 000 euros. La maison de mes parents, 3 générations de souvenirs, hors de portée de Thierry à jamais. Et l'usufruit, rédigé. Maître Leclerc a montré le document. Tu conserves l'usufruit viager sur l'ensemble de tes biens immobiliers. Cela signifie que même si Florence hérite, elle ne pourra pas vendre ou hypothéquer sans ton accord. Et si elle est mariée à ce moment-là, son conjoint n'aura aucun droit sur l'usufruit. Parfait. François, le notaire a retiré ses lunettes. Je connais Thierry. Pas bien, mais suffisamment pour savoir qu'il ne va pas apprécier. Je compte là-dessus. Il va crier au scandale, dire que tu spolies ta propre fille. Ma fille est d'accord, elle signe avec moi. J'ai souri. Et de toute façon, la loi française est claire. Je ne peux pas déshériter Florence. Elle aura sa réserve héréditaire, quoi qu'il arrive. Mais cette réserve sera grevée d'un usufruit. Ce qui revient à dire que Thierry, même en restant marié à Florence, n'aura jamais accès à l'héritage de son vivant. Exactement. Maître Leclerc a hoché la tête, admiratif. Tu as pensé à tout? Pas à tout, mais je fais de mon mieux. Le notaire a tapé sur son ordinateur, imprimant les derniers documents. Signature prévue jeudi prochain, Florence devra être présente. Elle le sera. En sortant de l'étude notariale, j'ai appelé Samuel. Du nouveau? Thierry est de plus en plus nerveux. Il rencontre Stéphane presque quotidiennement maintenant. Hier, je les ai entendus parler de tout arrêter pendant quelques mois. Ils ont peur. Bien, j'ai souri. Continuez à les surveiller. Je veux savoir chaque mouvement, chaque conversation. Compris. Le jeudi, Florence et moi étions dans l'étude notariale. Maître Leclerc a lu l'acte à voix haute, paragraphe par paragraphe, jargon juridique, précis et froid. Le dit bien immobilier 6 à Saint-Émilion, cadastré section AH numéro 247, d'une superficie de 2340 mètres carrés. Florence signait chaque page sans hésiter. Moi aussi. À 15 heures, c'était fait. La SCI Vignoble Tardy Soso existait officiellement. La maison de famille était protégée. Félicitations, a dit maître Leclerc en nous serrant la main. Vous venez de verrouiller juridiquement votre patrimoine familial. En redescendant les escaliers de l'étude, Florence s'est tournée vers moi. Papa, tu crois qu'il va se douter de quelque chose? Probablement, mais il ne pourra rien faire. J'ai regardé ma montre. 16 heures. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec maître Rousseau dans 1 heure. Pour finaliser la procédure de licenciement. Tu vas vraiment le faire? Le licencier? Pour faute grave. Lundi matin, 1 heure. J'ai souri. Il est temps que Thierry découvre que ses actions ont des conséquences. Ce soir-là, je suis rentré tard à l'appartement. Thierry n'était pas là,
Encore un rendez-vous fournisseur, selon Florence. Parfait. Cela me laissait le temps de préparer la lettre de licenciement que maître Rousseau m'avait remise. Je l'ai relue 3 fois. Chaque mot pesé, chaque phrase juridiquement imparable. Monsieur Thierry Servan, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat. Les faits qui vous sont reprochés, détournement de marchandises, vol aggravé, abus de confiance dans l'exercice de vos fonctions, conformément à l'article L 1234-1 du Code du travail, votre faute grave vous prive de tout préavis et de toute indemnité de licenciement. C'était magnifique, froid, précis, définitif. Lundi matin, je remettrai cette lettre à Thierry. Devant témoin, maître Rousseau avait insisté. Un huissier de justice serait présent pour constater la remise. Tout serait documenté, légal, inattaquable. Et ensuite, je regarderai mon gendre s'effondrer. Je me suis servi un verre de Pauillac, un vrai, cette fois pas une contrefaçon. J'ai savouré les arômes complexes, la texture veloutée, la longueur en bouche. Dans 3 jours, Thierry perdrait son travail. Dans quelques semaines, il perdrait sa femme. Dans quelques mois, il se retrouverait devant un tribunal. Et c'est là que j'ai compris comment leur rendre la monnaie de leurs pièces. Pas seulement à Thierry. À lui, E.T., à son complice Stéphane. Ils aimèrent le vin. Ils allaient avoir une leçon de dégustation qu'ils n'oublieraient jamais. Une leçon où le goût amer de la défaite serait le seul arôme au menu. Juin est arrivé avec ses journées chaudes et cette lumière dorée qui fait la réputation de Bordeaux. Le moment idéal pour une dégustation professionnelle. J'ai envoyé les invitations 3 semaines à l'avance. Pas n'importe qui. Les meilleurs sommeliers des restaurants étoilés de la région, le Gabriel, le Prince Noir, la Grande Maison, des critiques de la Revue du Vin de France. Quelques collectionneurs privés que je connaissais depuis des décennies, des gens dont le palais était aussi affûté que leur jugement. Une dégustation exceptionnelle, annonçait le carton. Sélection de grands crus de Bordeaux et de Bourgogne. Cave Tardy vous invite à partager 30 ans de passion. Thierry, bien sûr, était ravi. François, c'est une excellente idée. Ça va booster notre visibilité. Il s'imaginait déjà comme la vedette de la soirée, charmant les professionnels, recevant les compliments. Il ne savait pas qu'il serait effectivement la vedette. Mais pas comme il l'espérait. Le matin du 14 juin, j'ai personnellement préparé la salle de dégustation à l'étage de la cave Tardy. Table disposée en U, verres à pied impeccables, crachoir en argent, carafe d'eau. J'ai sélectionné les bouteilles avec un soin particulier, dont une en particulier. Celle que Thierry avait vendue le mois dernier comme un Pétrus 1982 à un client qui, malheureusement pour mon gendre, me l'avait rapporté en disant « François, je préfère te la rendre. Quelque chose ne va pas avec ce vin. » J'avais fait analyser la bouteille par un laboratoire œnologique. Résultat, un assemblage correct de Merlot et Cabernet Franc, probablement un Pomerol de second ordre, réétiqueté avec une fausse capsule de Pétrus. Valeur réelle, 45 €. Valeur vendue, 2800 €. Cette bouteille avait maintenant sa place d'honneur sur la table de dégustation. Les invités sont arrivés à 18 heures précises. Jean-Pierre Amat, chef sommelier du Gabriel, 2 étoiles Michelin. Claire Beaumont, critique réputé pour son palais impitoyable. Philippe Durand, collectionneur dont la cave personnelle valait plus d'1 million d'euros. 15 professionnels au total. Thierry circulait entre eux, sourire commercial parfait, poignée de main énergique. Ravi de vous accueillir. Oui, nous avons quelques pièces exceptionnelles ce soir. François et moi avons sélectionné avec soin. François et moi. Comme si nous étions partenaires égaux. L'audace était presque admirable. J'ai commencé la dégustation avec un Château Margaux 2015, nez complexe, bouche élégante, finale persistante. Les commentaires ont fusé, professionnels et appréciateurs. Thierry opinait du chef, ajoutant ses observations superficielles. Puis, un Romanée Conti 2010. Silence religieux dans la salle. Ces vins-là imposent le respect. Même Thierry a eu la décence de se taire pendant la dégustation.
Et maintenant, ai-je annoncé en soulevant la bouteille mystère, un Pétrus 1982, année mythique, ce vin devrait être à son apogée. J'ai vu Thierry se raidir imperceptiblement. Ses yeux se sont fixés sur la bouteille. Il a reconnu l'étiquette. Bien sûr qu'il l'a reconnue, c'était lui qui l'avait posée. « François » a-t-il commencé, voix un peu trop aiguë. « Oui, Thierry. Peut-être qu'on devrait garder celle-là pour la fin ? Pourquoi donc ? C'est le moment idéal. » J'ai débouché la bouteille avec soin, laissé le vin respirer quelques minutes, puis servi. « Messieurs, dames, à votre santé. » Les verres se sont levés. Les nez se sont plongés dans les arômes. Les premières gorgées ont été prises. Et là, les regards ont commencé à s'échanger. Jean-Pierre a froncé les sourcils. Claire a reposé son verre, l'air perplexe. Philippe a fait tourner le liquide, l'a examiné à la lumière, a rebiffé. Le silence s'est épaissi, un silence lourd, gêné. Finalement, Jean-Pierre a parlé. « François, c'est intéressant ce vin, vraiment intéressant, mais, ce n'est pas un Pétrus. » Il a dit ça doucement, presque avec regret. C'est un bon Pomerol, ne me comprends pas mal, mais ce n'est absolument pas un Pétrus, et certainement pas un 1982. Claire a hoché la tête. Jean-Pierre a raison, la structure n'y est pas, la complexité non plus. J'aurais dit un Pomerol de 2018, 2019 peut-être. Philippe s'est tourné vers moi, confus. « François, il y a un problème avec cette bouteille. » Tous les regards étaient braqués sur moi, et sur Thierry qui était devenu d'une pâleur de linge. J'ai souri, calmement. En effet, il y a un problème. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. J'ai fait analyser cette bouteille la semaine dernière. Laboratoire Excel, à Talence. Voici le rapport. J'ai tendu les feuilles à Jean-Pierre. Il a lu, les sourcils de plus en plus hauts sur son front. Assemblage non conforme, capsule contrefaite, estimation de l'âge réel, 3 à 4 ans. Il a relevé la tête. « François, où as-tu eu cette bouteille ? » « Elle provient du stock de Cave Tardy. » J'ai marqué une pause. Plus précisément, elle a été acquise par mon employé, Thierry Servant, auprès d'un fournisseur dont voici les coordonnées. J'ai sorti un deuxième document, le bon de commande signé de la main de Thierry. Stéphane Albert, fournisseur, adresse au Chartron. Stéphane Albert, a murmuré Claire. Ce nom me dit quelque chose. Il a été impliqué dans une affaire de contrefaçon de vin il y a 5 ans, condamné à une amende. J'ai laissé l'information flotter dans l'air. Apparemment, il a repris ses activités, avec l'aide de certains, distributeurs peu scrupuleux. Thierry a finalement trouvé sa voie. François, c'est un malentendu. Ce fournisseur m'a assuré que... Que quoi ? Que ces contrefaçons étaient de qualité ? Ma voix était toujours douce, presque amicale. Thierry, j'ai vérifié nos registres. Sur les 6 derniers mois, tu as acheté 43 bouteilles auprès de Stéphane Albert, prétendument des grands crus, Romanée Conti, Pétrus, Château Margaux, pour un total de, j'ai consulté mes notes, 187 000 €. Le chiffre a fait son effet. Des murmures ont parcouru l'assemblée. 187 000 € de faux vins vendus par Cave Tardy. J'ai laissé chaque mot résonner. Comprenez-vous, messieurs, dames, pourquoi j'ai organisé cette dégustation ? Pour vous montrer, à vous, les professionnels, ce qui s'est passé ici, pour être transparent. Thierry s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. C'est... Tu essayes de me faire porter le chapeau ? J'ai fait des erreurs, d'accord, mais... Des erreurs ? J'ai sorti un autre document. Voici un enregistrement de conversation entre toi et Stéphane Albert. Café Le Regent, 12 avril. Je cite « Les Pomerol. Tu peux en sortir combien cette semaine ?» Ça ressemble à des erreurs, Thierry. Son visage est passé du blanc au rouge. Tu m'as fait suivre ? J'ai protégé mon entreprise. Nuance. Je me suis tourné vers les invités, qui nous regardaient comme un match de tennis particulièrement tendu. Messieurs, dames, je vous dois des excuses. Cave Tardy a été compromise par les agissements de mon employé. Je prends l'entière responsabilité de ne pas avoir détecté ce trafic plus tôt. Jean-Pierre a secoué la tête. François, tu n'es pas responsable des actes malhonnêtes de ton personnel.
Peut-être, mais j'aurais dû être plus vigilant. J'ai redressé les épaules. C'est pourquoi, à compter de ce jour, Thierry Servant est officiellement suspendu de toute fonction à Cafetardi, jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée. Le silence était total. Thierry me fixait, bouche ouverte, incapable de parler. « Tu peux partir, Thierry. »« Partir ? François, tu ne peux pas… »« Si, je peux. Et tu vas partir. Maintenant. » Il a regardé autour de lui, cherchant du soutien. Mais les visages des professionnels étaient fermés. Dans ce milieu, la réputation est tout, et Thierry venait de perdre la sienne. Il est sorti en titubant, claquant la porte derrière lui. J'ai attendu que ses pas s'éloignent dans l'escalier avant de reprendre. « Messieurs, dames, acceptez mes excuses pour ce spectacle. Permettez-moi de continuer la dégustation avec des vins dont je peux garantir l'authenticité. J'ai sorti une vraie bouteille de Pétrus, 1985 cette fois, de ma collection personnelle. La dégustation s'est poursuivie, mais l'ambiance avait changé. Les conversations allaient à bon train. Le lendemain, tout Bordeaux saurait. Cafetardi avait été victime d'un employé véreux. François Tardy avait eu le courage de l'exposer publiquement. Ma réputation n'était pas entachée, elle était renforcée. Celle de Thierry, par contre, était pulvérisée. La convocation est arrivée chez Thierry le 2 juillet. Lettre recommandée avec accusé de réception. Papier à en-tête de maître Fabien Rousseau. « Monsieur Servant, vous êtes prié de vous présenter au cabinet de maître Rousseau, 23 cours de l'intendance, le lundi 6 juillet à 14h, 30 précises. Présence obligatoire. Objet. Situation professionnelle et révélation de Monsieur François Tardy. Florence m'a dit que Thierry avait passé le week-end à appeler tous les avocats qu'il connaissait. 3 avaient refusé de le représenter. Le milieu du vin à Bordeaux est petit et personne ne voulait s'associer au scandale. Le 4e, un jeune fraîchement diplômé, avait accepté. Par idéalisme ou par désespoir, je ne sais pas. Le lundi 6 juillet, à 14h25, je suis arrivé au cabinet de maître Rousseau. Costume sombre, cravate sobre, serviette en cuir sous le bras. L'image même de la respectabilité. Thierry était déjà là, assis dans la salle d'attente avec son jeune avocat. Il a sursauté en me voyant. « François », je ne lui ai pas répondu. Je me suis assis de l'autre côté de la pièce et j'ai sorti mon téléphone. Indifférence polie. À 14h30 précise, la secrétaire nous a fait entrer. Le bureau de maître Rousseau sentait le cuir et les vieux dossiers. L'avocat était assis derrière son imposant bureau en chêne, 2 piles de documents devant lui. À sa gauche, un homme que je ne connaissais pas. Cheveux gris, lunettes, air sévère. « Messieurs, asseyez-vous. » Maître Rousseau a fait les présentations. Maître Arnaud Lefort, huissier de justice, est présent pour constater officiellement cette réunion. Un huissier. Le jeune avocat de Thierry a pâli légèrement. La présence d'un huissier signifiait que tout serait documenté, légal, inattaquable. « Monsieur Servant, » a commencé maître Rousseau, « nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de faits graves portés à notre connaissance. Des faits qui concernent votre activité professionnelle à Cafetardi. » Il a ouvert le premier dossier. Des photos, Thierry et Stéphane dans divers cafés, échange d'enveloppes, transfert de cartons. Le visage de Thierry s'est décomposé. Littéralement. J'ai vu la couleur quitter ses joues, ses lèvres devenir exsangues, ses mains posées sur ses genoux ont commencé à trembler. Ces photos, a continué l'avocat d'une voix neutre, ont été prises par une détective privée mandatée par M. Tardy, mademoiselle Samuelle Fontaine, détective agréée, dont voici l'accréditation. Il a montré le document. Tout était légal. Tout était documenté. A commencé Thierry. Sa voix s'est cassée. Il a dégluti, essayé à nouveau. Je peux expliquer. Vraiment ? Maître Rousseau a sorti une autre liasse. Alors, expliquez-moi ces transcriptions de conversation. Il a lu, à voix haute, chaque mot que Thierry et Stéphane avaient échangé, les échantillons, les substitutions, les partages de profit, le vieux qui ne fait pas l'inventaire. À chaque phrase, Thierry s'enfonçait un peu plus dans son siège. Son avocat griffonnait frénétiquement des notes,
mais son stylo tremblait. Quand maître Rousseau a eu fini, le silence était assourdissant. « Monsieur Servant, avez-vous quelque chose à dire ?» Thierry a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux papillonnaient entre moi, l'avocat, l'huissier. Il cherchait une issue, une échappatoire. Il n'y en avait pas. C'est lui qui m'a piégé. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Cette conversation, cette détective, c'est du harcèlement. Surveillance légale d'un employé suspecté de vol, a corrigé maître Rousseau, parfaitement dans les droits de l'employeur. Mais il ne peut pas me licencier comme ça. J'ai un contrat que vous avez violé. L'avocat a sorti un nouveau document. Monsieur Servant, voici votre lettre de licenciement pour faute grave. Détournement de marchandises, vol, abus de confiance. Les faits sont établis, documentés et constituent une faute grave au sens de l'article L. 1234-1 du Code du travail. Il a poussé le document vers Thierry. Vous êtes licencié avec effet immédiat, sans préavis, sans indemnité. Thierry a fixé la lettre comme si c'était un serpent venimeux. Non, vous ne pouvez pas. C'est déjà fait. J'ai parlé pour la première fois. Ma voix était calme, presque douce. Tu es licencié, Thierry. Son regard s'est tourné vers moi. J'ai vu la panique pure dans ses yeux. François, écoute, on peut arranger ça. Je vais rembourser. Tout rembourser. Avec quel argent? Celui que tu as volé? Je trouverai, Il s'est tourné vers son avocat. Dites quelque chose. Le jeune avocat a secoué la tête, impuissant. Monsieur Servant, les preuves sont fabriquées, c'est un coup monté. Fabriquées? Maître Rousseau a haussé un sourcil. Les bouteilles contrefaites analysées par un laboratoire certifié sont fabriquées. Les enregistrements de vos conversations dans des lieux publics sont fabriqués. Les témoignages de 15 professionnels lors de la dégustation du 14 juin sont fabriqués. Chaque question était un coup de masse. Thierry s'affaissait un peu plus à chaque impact. Mais il s'est tourné vers moi désespéré. François, je suis ton gendre. On est une famille. Vraiment? J'ai croisé les bras. Tu planifiais de m'empoisonner, Thierry? C'est ça, la famille? Le silence qui a suivi était glacial. Quoi? Le jeune avocat a regardé son client, horrifié. Thierry est devenu cramoisi. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais... Florence t'a entendu. Ma voix était toujours douce, dangereusement douce. Au téléphone avec Stéphane, le soir du 18 mars. Le vieux prend trop de temps à mourir naturellement. Ça te dit quelque chose? Son visage a pris une teinte verdâtre. Florence, elle a mal compris. Mal compris que tu planifiais un dîner définitif? Nous plaisantions. C'était une blague. Une blague. J'ai souri, froidement. On verra ce que la police pense de tes blagues. La police? Thierry s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Tu vas porter plainte? Pas pour tentative d'empoisonnement, pas encore. Les preuves sont circonstancielles. J'ai marqué une pause. Mais pour le vol et l'abus de confiance? Absolument. Le dossier sera transmis au procureur cette semaine. Il a vacillé, littéralement vacillé sur ses jambes. Son avocat a dû le rattraper par le bras. Et ce n'est pas tout, ai-je continué. Ma voix était maintenant totalement détachée, clinique. Florence demande le divorce. Pour faute, ton comportement, le vol, les mensonges, le projet de me tuer, constituent une faute grave, au sens de l'article 242 du Code civil. Le divorce? Il a secoué la tête frénétiquement. Non, elle ne peut pas. J'ai des droits. Tu as le droit à la réserve héréditaire si tu restes marié à ma fille. Malheureusement pour toi, elle ne reste pas mariée à toi. Mais la prestation compensatoire, elle me doit? Elle ne te doit rien. J'ai savouré chaque mot. Contrat de mariage sous le régime de séparation de biens, signé il y a 8 ans. Tu te souviens? Tu avais rechigné. J'avais insisté. La réalisation s'est inscrite sur son visage. Tu avais prévu ça? Depuis le début? Disons que j'ai toujours cru aux précautions. J'ai souri. Et puis, il y a la maison de Saint-Émilion,
La maison de famille. Ses yeux se sont illuminés brièvement. L'espoir. Elle vaut une fortune. Même avec le divorce, je peux... Tu ne peux rien. J'ai sorti le dernier document de ma serviette, l'acte de constitution de la SCI Vignoble Tardy. La maison a été transférée dans une SCI. 70% pour moi, 30% pour Florence. Toi, 0. J'ai regardé son visage pendant qu'il lisait. C'était exquis, le choc, l'incrédulité, la rage impuissante. Et même, ai-je ajouté, si Florence hérite de ma part un jour, dans très très longtemps j'espère, je conserve l'usufruit viager sur tous mes biens. Tu sais ce que ça signifie, l'usufruit viager? Il savait. Je le voyais dans ses yeux. Ça signifie que même après ma mort, si toutefois je meurs avant d'avoir changé mes dispositions, Florence héritera de la nue propriété. Mais moi, ou mes ayants droit que je choisirai, conserveront le droit d'usage. À vie. J'ai souri. Tu ne toucheras jamais un centime de mon héritage, Thierry. Jamais. Il s'est effondré dans son fauteuil. Complètement effondré. Comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Mais tu ne peux pas faire ça. Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. La loi française. La réserve héréditaire. Protège les enfants, pas les gendres cupides. J'ai remis les documents dans ma serviette. Maître Leclerc, mon notaire, s'est assuré que tout est parfaitement légal. Tu peux consulter ton propre notaire si tu veux. Il te confirmera que j'ai respecté la loi à la lettre. Maître Rousseau a toussé poliment. Messieurs, si nous revenons au sujet principal. Monsieur Servant, acceptez-vous les termes de votre licenciement? Thierry ne répondait plus. Il fixait le vide, bouche entr'ouverte, regard hagard. Son avocat a parlé pour lui. Mon client souhaite consulter avant de signer quoi que ce soit. Naturellement, Maître Rousseau a rangé ses documents. Vous avez 48 heures. Passé ce délai, la procédure suivra son cours. La plainte pénale sera déposée. Nous nous sommes tous levés. L'huissier a noté consciencieusement chaque détail de la réunion. Tout était officiel. Tout était légal. En sortant, j'ai croisé le regard de Thierry. Il y avait de la haine dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, de la peur pure. « Au revoir, Thierry », ai-je dit doucement. Maître Leclerc te contactera pour finaliser les papiers du divorce. Il n'a pas répondu. Il est parti, soutenu par son avocat comme un homme marchant vers l'échafaud. Dans la rue, le soleil brillait. Les gens vaquaient à leurs occupations, inconscients du drame qui venait de se jouer. J'ai respiré profondément. L'air sentait les tilleuls et le goudron chaud. Thierry venait de comprendre. Il avait tout perdu, son travail, sa femme, son avenir. Et il n'y avait strictement rien qu'il puisse faire. La loi française était de mon côté, et moi, j'avais tout mon temps. Août est arrivé avec sa chaleur écrasante. Bordeaux se vidait, les vacances, tradition sacrée. Mais Thierry et Stéphane, eux, ne partaient nulle part. Trop occupés à tenter de sauver leur peau. La lettre recommandée est arrivée le 5 août. Cabinet Lefort et Associés. Avocats à la cour. J'ai reconnu le nom, un cabinet réputé spécialisé dans le droit du travail. Thierry avait trouvé de l'argent quelque part pour s'offrir les meilleurs. Monsieur Tardy, notre client, Monsieur Thierry Servant, nous a mandaté pour contester son licenciement abusif. Convocation devant le Conseil de prud'homme le 2 septembre. Montant réclamé 45 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 45 000 €. L'audace était presque admirable. Le même jour, Florence a reçu une autre lettre. De l'avocat de Thierry également, demande de prestations compensatoires dans le cadre de la procédure de divorce. Monsieur Servant, ayant sacrifié ses propres opportunités professionnelles pour soutenir la carrière de son épouse, j'ai failli rire en lisant. Quelle carrière avait sacrifié Thierry? Celle de vendeur de contrefaçon? Mais le pire est venu 2 jours plus tard. Un mail collectif envoyé à toute la liste de diffusion de la Chambre de commerce viticole de Bordeaux. Expéditeur, Stéphane Albert. Chers collègues et amis du vin,
Il est de mon devoir de porter à votre connaissance une situation troublante concernant Cave Tardy. Monsieur François Tardy, suite à des démêlés familiaux avec son gendre, a choisi de rejeter la responsabilité de ses propres erreurs de gestion sur un employé. Les bouteilles contrefaites proviennent de stocks acquis bien avant l'arrivée de Monsieur Servant dans l'entreprise. Des preuves existent, la vérité éclatera bientôt. J'ai lu le message 3 fois. La rage montait, froide et contrôlée. Stéphane tentait de retourner la situation, de faire de moi le coupable et de Thierry la victime. Et apparemment ça marchait, partiellement. 2 clients ont annulé leur commande cette semaine-là. Jusqu'à ce que la situation se clarifie, François. Tu comprends? Un autre m'a appelé, inquiet. François, c'est vrai cette histoire? Tu vends des défauts? Florence m'a trouvé dans la cave, ce soir-là, fixant une bouteille de Pomerol sans vraiment la voir. Papa? Il contre-attaque. J'ai reposé la bouteille. Plus fort que je ne l'espérais. Elle s'est assise à côté de moi sur une caisse. Tu penses que ça pourrait marcher, leur version? Juridiquement, non, j'ai toutes les preuves. J'ai soupiré. Mais dans la cour de l'opinion publique, le doute s'installe, et le doute suffit pour détruire une réputation. Alors on fait quoi? J'ai regardé ma fille. Ses yeux étaient cernés, fatigués. Thierry la harcelait de messages, alternant menaces et supplications. Reviens, on peut tout arranger. Si tu me quittes, je te ruinerai. Un jour, chantage affectif, le lendemain, intimidation. On continue, ai-je dit simplement. Et on finit ce qu'on a commencé. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion de crise. Maître Rousseau, Samuel Fontaine et un nouveau venu. Marc Fontaine, expert en communication de crise. Pas un ami, je le payais 3 500 € pour ses services. Mais il était le meilleur. La situation, a-t-il commencé, stylo tournant entre ses doigts, est gérable. Mais il faut agir vite. Le narratif de Stéphane Albert gagne du terrain parce qu'il joue sur l'émotion. Le gendre victime du beau-père méchant, ça parle aux gens. Et comment on contrecarre ça? Transparence totale. Il a sorti un document, communiqué de presse, détaillé, professionnel. On publie les faits avec preuves à l'appui. Pas de langue de bois. On attaque le problème de front. Les preuves sont sensibles. L'enquête est déjà publique depuis la dégustation du 14 juin, a coupé Maître Rousseau. 15 professionnels étaient présents. Tout Bordeaux sait déjà. Autant contrôler le narratif. Marc a hoché la tête. Exactement. On publie rapport du laboratoire Excel sur les contrefaçons, extraits des conversations enregistrées, anonymisées légalement, chronologie détaillée. On montre que vous avez été victime, pas coupable. Le communiqué est sorti le 12 août. Titre: Cave Tardy, victime d'un réseau de contrefaçon, les faits établis. 2 pages, factuelles, froides, implacables. L'effet a été immédiat. Les journaux locaux ont repris l'histoire. Sud-Ouest, la Tribune Bordeaux. Un sommelier bordelais découvre un trafic de faux vins dans sa propre cave. L'angle avait changé. Je n'étais plus le suspect, mais la victime. Les clients ont rappelé. François, désolé pour le doute, on aurait dû savoir. Mais Thierry et Stéphane ne l'achètent pas. 3 jours après mon communiqué, une nouvelle salve, cette fois sur les réseaux sociaux. Un compte anonyme, @vérité sur Tardy, publiait des accusations. François Tardy maltraite son personnel. Cave Tardy manipule ses prix. Arnaque organisée depuis des années. Du pur mensonge, mais venimeux. Calculé pour salir. Papa, regarde ça. Florence m'a montré son téléphone. Le compte avait déjà 340 abonnés. Les posts étaient en partagé. Samuel a tracé l'origine en 2 heures. Créé depuis l'ordinateur de Stéphane Albert. Adresse IP confirmée. Il n'a même pas utilisé de VPN. Amateur. J'ai souri. Parfait. Maître Rousseau, on peut poursuivre pour diffamation. Absolument. Avec l'IP, on a la preuve. Plainte déposée demain. Le 20 août, nouvelle convocation. Cette fois, c'était pour Florence. Tribunal de grande instance, Thierry contestait le divorce, demandait une expertise psychiatrique de sa femme. État dépressif sous influence paternelle. Florence a pâli en lisant.
Il dit que tu me manipules, que je ne suis pas en état de décider. C'est une tactique classique, a expliqué maître Rousseau. Retarder la procédure, espérer que vous craquez. Je ne craquerai pas. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Le soir même, j'ai reçu un appel. Numéro masqué. François Tardy? Oui, c'est Stéphane Albert. On devrait parler. J'ai mis le haut-parleur, fait signe à Samuel d'enregistrer. Je vous écoute. Cette guerre ne sert personne. Thierry et moi, on est prêts à tout arrêter. Les poursuites, les postes, tout. En échange. En échange? Vous retirez votre plainte. Vous nous laissez partir tranquillement. On disparaît de Bordeaux. Vous ne nous reverrez jamais. Et l'argent volé? Les 87 340 €? Un silence. On n'a plus cet argent. Évidemment. J'ai ri, sans humour. Alors voici ma contre-proposition, monsieur Albert. Vous et Thierry, vous vous présentez à la police volontairement. Vous confessez tout, et peut-être que le juge sera clément. Vous êtes fou? Non, juste patient. J'ai marqué une pause. Vous avez tenté de me tuer, de voler mon entreprise, de détruire ma réputation. Et vous croyez qu'une petite négociation téléphonique va tout arranger? Vous allez le regretter, Tardy. C'est une menace? Parce que je l'enregistre, cette conversation. Clic. Il avait raccroché. Samuel a stoppé l'enregistrement. Parfait. Une menace explicite. Ça renforce votre dossier. Ils sont désespérés, ai-je murmuré. Et les gens désespérés font des erreurs. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai réfléchi. Thierry et Stéphane se battaient. Plus fort que prévu. Leur contre-attaque était multiforme, juridique, médiatique, personnelle. Mais ils avaient un défaut, un seul, mais crucial. Ils étaient pressés. Ils voulaient une solution rapide, de l'argent vite fait, une échappatoire immédiate. Moi, j'avais le temps. Et un plan qui allait les pousser à commettre l'erreur finale. La première semaine de septembre, Samuel est entré dans mon bureau avec un sourire énigmatique. J'ai une idée. Je vous écoute. Elle a posé une carte de visite sur mon bureau. Maximilien Dubois. Collectionneur privé. Genève. Spécialisé dans les grands crus français. Fortune estimée à 45 millions de francs suisses. J'ai examiné la carte, papier épais, lettres dorées. Il n'existe pas, n'est-ce pas? Absolument pas. Son sourire s'est élargi. Mais Stéphane Albert ne le sait pas. Expliquez. On crée un faux collectionneur. Fortuné, discret, cherchant des bouteilles rares, sans poser de questions. Le client parfait pour quelqu'un qui vend des contrefaçons. Elle a sorti son téléphone. J'ai déjà créé un site web, des références, un numéro suisse. Tout est en place. Et comment M. Dubois entre-t-il en contact avec Stéphane? Par un intermédiaire. Moi. Elle a tapé sur son téléphone. Je me présente comme assistante de Dubois. Recherche discrète de vins exceptionnels pour sa cave personnelle. Budget illimité. J'ai compris immédiatement. Vous les tentez avec une grosse somme, ils ne pourront pas résister. Exactement, et quand ils livrent les faux, on les prend la main dans le sac. J'ai hoché la tête lentement. C'est risqué. S'ils se méfient, ils ne se méfieront pas. Ils sont désespérés, François. Ils ont besoin d'argent pour payer leurs avocats, pour fuir. Cette opportunité sera irrésistible. Légalement, achat test, parfaitement légal en France. On documente tout, on implique la police dès le début, tout est propre. J'ai regardé la fausse carte de visite. Maximilien Dubois. Le nom sonnait bien, riche, crédible. Faites-le. Le 8 septembre, Samuel a passé le premier coup de fil. Numéro suisse, accent français impeccable. Monsieur Albert, je me présente, Élise Moreau, assistante de monsieur Maximilien Dubois. Votre nom m'a été recommandé par un contact à Bordeaux pour l'acquisition de vins rares. Elle m'a raconté la conversation après. Stéphane avait été le mas tant été méfiant d'abord, puis intéressé, très intéressé quand elle avait mentionné le budget. Monsieur Dubois cherche à compléter sa collection. Romanée Conti, Pétrus, Château Margaux. Année spécifique, il paie comptant, en liquide si nécessaire, pour la discrétion.
Quel genre de budget on parle? Entre 150 000 et 200 000 euros pour une sélection correcte. Elle m'a dit qu'elle avait entendu sa respiration changer. L'appât était trop gros pour le laisser passer. Je peux arranger ça. J'ai accès à des bouteilles exceptionnelles. Parfait. Monsieur Dubois sera à Bordeaux mi-septembre. Il préfère les transactions discrètes. Pouvez-vous nous proposer une liste? Je vous envoie ça dans 2 jours. La liste est arrivée le 10 septembre. J'ai lu, incrédule. Château Margaux, 1961, 28,000 euros. Romanée Conti, 1978, 45,000 euros. Petrus, 1982, 35,000 euros. Petrus, 1990, 38,000 euros. Château Latour, 1961, 22,000 euros. Total, 168,000 euros. Toutes des contrefaçons, probablement, a commenté Samuel. Les prix sont légèrement sous le marché, assez pour être attractifs, pas assez pour éveiller les soupçons. Intelligent? Mais pas assez, elle a tapé sur son téléphone. J'ai contacté le commandant Mercier, brigade de répression de la délinquance astucieuse. Il est partant. On organise une opération d'achat-test officielle. Le commandant Mercier était un homme de 50 ans, cheveux poivre et sel, regard fatigué de quelqu'un qui a tout vu. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret, loin de Cave Tardy. « Monsieur Tardy, votre détective m'a exposé la situation. » Il a sorti un carnet. « Vous avez été victime d'un réseau de contrefaçons. Votre gendre et son complice ont détourné pour... combien déjà? 87 340 euros de marchandises. Joli magot. » Il a noté. L'achat-test est une procédure légale. On documente tout, on filme, on a des témoins. Ensuite, expertise immédiate. S'il y a fraude, arrestation sur place. Quand? Ils ont proposé le 15 septembre, entrepôt à Libourne. Il a montré une adresse sur son téléphone. On sera là, discret, mais présent. Les jours suivants ont été une torture d'anticipation. Thierry savait que quelque chose se tramait. Stéphane lui avait parlé du gros client suisse. Florence m'a dit qu'il était nerveux, agité, mais aussi excité. « Ils pensent que c'est leur chance, » m'a-t-elle dit. « Leur plan de secours, l'argent pour tout recommencer ailleurs. » Parfait. Le 13 septembre, Samuel a reçu un message de Stéphane. « Tout est prêt. Confirmé pour lundi 15-14 heures. Apportez 85 000 euros en liquide, le reste à la vérification. 85 000 euros, la moitié de la somme totale, standard pour ce genre de transaction illégale. Il veut voir l'argent avant de montrer la marchandise, a analysé Samuel. Procédure habituelle pour éviter les pièges. Sauf qu'il ne sait pas que le piège est déjà refermé. Le commandant Mercier a organisé une réunion de préparation le 14 septembre, 4 officiers en civil, un expert œnologue, M. Ferrand, qu'il avait fait venir de Paris, Samuel et moi. Demain 13h30, on est en place, a-t-il expliqué en montrant un plan de l'entrepôt. Vous, Madame Fontaine, vous entrez avec une mallette, faux billets marqués par nos services. Monsieur Tardy reste en retrait, dans le véhicule avec nous. Je veux être là quand il réalise. Il m'a regardé. C'est risqué. S'il vous voit? Il me voit quand vous intervenez, pas avant. J'ai soutenu son regard. Ce n'est pas négociable. Il a soupiré. D'accord. Mais vous restez avec nous jusqu'au signal. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à tous ces mois, de mars à septembre. 6 mois de préparation, de patience, de stratégie. Demain, tout se conclurait. Le 15 septembre, à 13h, nous étions en position. L'entrepôt de Libourne était isolé, zone industrielle désaffectée. Parfait pour une transaction discrète. Parfait aussi pour une arrestation. Samuel est sorti de notre fourgon à 13h55. Tailleur strict, mallette à la main, allure professionnelle. Elle a marché vers l'entrepôt. Unité 1 en position, a murmuré un officier dans sa radio. À 14 heures précises, une camionnette est arrivée. Thierry au volant. Stéphane à côté de lui. Mon cœur a fait un bond. Ils sont descendus, ont ouvert les portes arrière. J'ai vu des caisses. Beaucoup de caisses. Samuel s'est approché. Ils se sont serrés la main. Civilité.
Sourire professionnel. « Où est Monsieur Dubois ?» a demandé Stéphane. « Retenu. Il m'a donné procuration pour l'achat. » Elle a montré un document, faux, mais convaincant. « L'argent est là. Montrez-moi la marchandise. » Thierry a sorti une bouteille, puis une autre. Les étiquettes brillaient, même à distance. « L'expert vient vérifier maintenant, » a dit le commandant Mercier. « Signal dans 3, 2, 1. » Les portes de 2 fourgons se sont ouvertes simultanément. Officiers en civil, mais avec brassard police nationale, bien visible. « Police, ne bougez pas !» Le visage de Thierry. J'ai savouré chaque microseconde, la confusion, la compréhension, la terreur. Stéphane a essayé de courir. Un officier l'a plaqué au sol en 3 secondes. Et c'est là que je suis sorti du fourgon. J'ai marché vers eux calmement, les mains dans les poches. Thierry m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés. « François. » « Bonsoir Thierry. » J'ai regardé les bouteilles étalées. Belle collection. Dommage qu'elle soit fausse. « Tu nous as piégés ?» ?»« Non. » J'ai souri, froidement. « Je vous ai donné une opportunité de vous arrêter. Vous avez choisi de continuer. C'est votre choix, vos conséquences. » Le commandant Mercier s'est approché. « Messieurs, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie et trafic de contrefaçon. Vous avez le droit de garder le silence. » Je n'ai pas écouté la suite. Je regardais Thierry, mon ancien gendre, l'homme qui avait voulu me tuer, l'homme qui venait de perdre sa dernière bataille. « Pourquoi ?» a-t-il murmuré. « Pourquoi aller aussi loin ? » « Parce que tu as essayé de m'empoisonner. » Ma voix était douce, dangereusement douce. « Parce que tu as volé mon entreprise, parce que tu as détruit ma fille. » J'ai fait un pas vers lui. « Et parce qu'en France, la justice existe, même pour les gens comme toi. » Les menottes ont cliqué sur ses poignets. Et moi, pour la première fois depuis mars, j'ai respiré librement. Monsieur Ferrand, l'expert œnologue mandaté par la police, s'est approché des caisses avec la solennité d'un chirurgien s'apprêtant à opérer. Il a sorti une loupe, des outils d'expertise, un appareil de mesure que je ne connaissais même pas. « Commençons par le Château Margaux 1961, » a-t-il annoncé. Il a pris la bouteille, l'a examinée sous tous les angles. La lumière de l'entrepôt faisait briller l'étiquette. Trop briller, en fait. Capsule récente. Il a montré le sommet de la bouteille. Voyez le type de cire utilisée ? Ce n'est pas celle des années 60. Et l'étiquette ? Il a passé sa loupe dessus. Papier moderne, l'encre aussi. Il a débouché la bouteille avec précaution, versé un peu de vin dans un verre. L'a humé, goûté, recraché. Vin de 2018, 2019 maximum. Assemblage bordelais correct, mais sans la complexité ni la structure d'un Margaux de cette année-là. Il a noté sur son carnet. Contrefaçon confirmée. Thierry était livide. Stéphane tentait de garder contenance, mais la sueur perlait sur son front. Monsieur Ferrand a continué. Bouteille après bouteille, Romanée Conti, 1978. Fausse. Pétru 1982. Fausse. Pétru 1990. Fausse. Château-Latour 1971. Fausse. 8 bouteilles expertisées. 8 contrefaçons confirmées. Travail soigné, a commenté l'expert. Les étiquettes sont de bonne qualité, mais le vin lui-même ne ment pas, jamais. Le commandant Mercier s'est tourné vers Thierry et Stéphane. « Messieurs, vous êtes officiellement en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée et trafic de contrefaçon. »« Non !» Thierry a explosé. « C'est un coup monté. François nous a piégés. C'est lui qui... »« Qui quoi ?» J'ai fait un pas vers lui. « Qui vous a forcé à fabriquer des faux, à venir ici avec 168 000 € de bouteilles contrefaites, à essayer de les vendre à un acheteur que vous pensiez crédible ? Tu savais. Depuis le début, tu savais. Évidemment que je savais. » Mon ton était glacial. « Je savais depuis avril que vous vendiez des contrefaçons, depuis mars que tu voulais me tuer. J'ai documenté, j'ai attendu, et vous vous êtes pendu tout seul. » Le commandant Mercier a levé la main. « Monsieur Tardy a raison, l'achat-test est une procédure légale. Vous avez accepté volontairement cette transaction.
Vous avez apporté de la marchandise contrefaite. Personne ne vous a forcé. Il a fait signe à ses officiers. Emmenez-les. Garde à vue. On complète le dossier au commissariat. Stéphane s'est débattu mollement quand on lui a passé les menottes. On a des avocats. On va se défendre. Défendez-vous. J'ai croisé les bras. Mais sachez que le dossier que je transmets au procureur contient également les preuves de votre tentative d'empoisonnement. Florence a entendu vos plans. Samuel a enregistré vos conversations. Le vieux prend trop de temps à mourir naturellement. Vous vous souvenez? Le sang s'est retiré du visage de Thierry. Florence, elle t'a dit « Ma fille m'a sauvé la vie ». Ma voix tremblait légèrement, de rage contenue. Et vous, vous l'avez manipulée pendant 8 ans. Vous l'avez utilisée. Vous avez cru pouvoir me tuer, voler mon entreprise et partir tranquillement avec l'héritage. J'ai marqué une pause. Vous vous êtes trompé. Les officiers les ont poussés vers les fourgons. Thierry s'est retourné une dernière fois. François, je sauvegarde tes excuses pour le juge. Les portes des fourgons ont claqué. Le silence est retombé sur l'entrepôt. Samuel s'est approché. Vous allez bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des mois. J'ai regardé les bouteilles expertisées sur la table. Combien de temps avant le procès? 6 à 8 mois. Le commandant Mercier rangeait ses notes. Mais avec les preuves que vous avez rassemblées, c'est du tout cuit. Ils vont plaider coupable pour négocier une peine réduite. Qu'ils plaident ce qu'ils veulent. J'ai commencé à marcher vers la sortie. La justice suivra son cours. Le lendemain matin, l'histoire était partout. Sud-Ouest, La Tribune, France Bleu Gironde. Démantèlement d'un réseau de contrefaçon de grands crus à Bordeaux. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des clients, des confrères, des journalistes. François, c'est vrai, ton gendre? François, comment as-tu découvert? François, peux-tu nous donner une interview? J'ai accepté. Une seule interview. Revue du vin de France. Article de fond, professionnel. Le journaliste, Bertrand Lecomte, est venu à Cave Tardy 3 jours après l'arrestation. Monsieur Tardy, comment vous sentez-vous? Soulagé. J'ai versé 2 verres de Pauillac. Pendant des mois, j'ai vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Maintenant, la vérité est établie. Vous ne vous êtes jamais douté, avant mars? Non. J'ai bu une gorgée. Thierry était convaincant, charmant. Je voulais croire en lui, pour ma fille, pour l'avenir de Cave Tardy. Et maintenant? Maintenant, ma fille est libre d'un homme toxique. Mon entreprise est protégée. Et la justice française fait son travail. J'ai souri. Parfois, il faut laisser le vin respirer. Et parfois, il faut laisser la vérité éclater. Cette phrase est devenue le titre de l'article. Les clients sont revenus, tous, certains avec des excuses embarrassées. François, on n'aurait jamais dû douter. L'important, c'est que vous soyez revenus. Le Conseil de prud'homme s'est réuni le 2 octobre pour statuer sur la plainte de Thierry pour licenciement abusif. Son avocat a tenté une dernière fois. Monsieur Servan a été licencié sans procédure équitable. Maître Rousseau a simplement posé le dossier sur la table. Voici les preuves de vol, détournement de marchandises et fraude. La faute grave est amplement caractérisée. Le juge a parcouru les documents. 5 minutes de lecture silencieuse. Demande rejetée. Le licenciement est justifié. Monsieur Servan est débouté et condamné aux dépens. 45 000 € réclamés. 0 € obtenu. Plus les frais de justice à payer. Le divorce de Florence a été prononcé le 15 octobre. Séparation de biens confirmée. Aucune prestation compensatoire. Les faits pénaux de Thierry constituaient une faute grave au sens de l'article 242 du Code civil. Florence est sortie du tribunal, les yeux rougis mais le dos droit. C'est fini, papa. Oui, ma chérie, c'est fini. Et moi, à 64 ans, j'ai découvert que la patience et la loi française pouvaient accomplir des miracles. Le procès s'est tenu le 28 octobre 2025, tribunal correctionnel de Bordeaux. Salle d'audience bondée, des journalistes, des professionnels du vin, des curieux. Thierry et Stéphane étaient assis côte à côte, en costume, tentant de paraître respectables.
Leurs avocats avaient plaidé coupables pour escroquerie et trafic de contrefaçon en échange de l'abandon des charges de tentative d'empoisonnement. Mais le procureur n'était pas d'humeur clémente. Messieurs les jurés, nous sommes face à une escroquerie en bande organisée qui a duré 8 mois. Montant du préjudice, 87 340 € de marchandises détournées, plus 168 000 € de contrefaçon lors de l'achat-test. Ces hommes ont profité de la confiance de M. Tardy, ont détruit sa réputation, ont tenté de le tuer. J'étais assis au premier rang avec Florence. Elle tenait ma main. Les témoignages se sont succédés. Jean-Pierre Amat, le sommelier étoilé, a décrit la dégustation du 14 juin. J'ai immédiatement su que le prétendu Pétrus était faux. La trahison était double, envers le vin et envers François. Samuel Fontaine a présenté son dossier. Photos, enregistrements, preuves méthodiques accumulées pendant des mois. Maître Leclerc, mon notaire, a expliqué les dispositions juridiques que j'avais prises. Monsieur Tardy a agi avec une prudence exemplaire pour protéger son patrimoine familial. Tout est parfaitement légal. L'avocat de Thierry a tenté une défense pathétique. Mon client a commis des erreurs, certes, mais il était sous l'emprise de Stéphane Albert. Le juge l'a interrompu. Votre client était un adulte consentant. Les faits sont établis. Thierry a été autorisé à parler. Il s'est levé, a regardé dans ma direction. François, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'argent, la pression. Je n'ai pas bougé, n'ai pas scié. Je l'ai juste regardé avec le détachement qu'on réserve à un inconnu. Il a détourné les yeux. Le délibéré a duré 2 heures. Quand le juge est revenu, la salle s'est tue. Thierry Servant, vous êtes reconnu coupable d'escroquerie en bande organisée, trafic de contrefaçon et abus de confiance. Vous êtes condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme. Florence a serré ma main plus fort. Stéphane Albert, vous êtes reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation avec circonstances aggravantes pour organisation du réseau. Vous êtes condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. De plus, a continué le juge, vous êtes solidairement condamné à verser 127 000 € de dommages et intérêts à CAF Tardy, plus les frais de justice. 127 000 €, l'inventaire complet de ce qu'il m'avait volé, augmenté du préjudice moral. Thierry s'est effondré sur sa chaise, littéralement effondré. Son avocat a dû le soutenir. Stéphane, lui, fixait le vide, hébété, brisé. Nous sommes sortis du tribunal dans l'air frais de novembre. Les premières feuilles mortes jonchaient les trottoirs de Bordeaux. « Papa », Florence s'est arrêtée sur les marches. « Tu ne ressens rien? Pas de pitié? Pour Thierry ?» J'ai réfléchi. « Non, il a fait ses choix. Il vit avec les conséquences. C'est ça, être adulte. Et pour moi? Tu penses que j'aurais dû voir? » Florence. J'ai pris son visage dans mes mains. Tu n'as rien à te reprocher. Les manipulateurs sont experts pour cacher leur vraie nature. Tu as été courageuse. Tu m'as sauvée. Elle a pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, d'épuisement. Viens. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Je t'invite à déjeuner. Un vrai repas, pour célébrer ta liberté. Les semaines suivantes ont été étranges, calmes, presque trop calmes, après des mois de tension. CAF Tardy tournait à plein régime. Les clients étaient revenus, plus nombreux qu'avant. L'histoire avait fait de moi une sorte de héros local. Le sommelier qui a démasqué un réseau de faussaires. Je trouvais ça amusant. Je n'avais rien fait d'héroïque. J'avais juste utilisé la loi française, intelligemment, patiemment. Florence a commencé à travailler à CAF Tardy, pas comme employée, comme associée. Elle suivait des cours de sommelier le soir à l'école du vin de Bordeaux. Elle était douée, passionnée. « Tu sais, papa, m'a-t-elle dit un soir en fermant la cave, je n'aurais jamais découvert ça sans tout ce qui s'est passé. Le vin, ma force, elle a souri. Je pensais avoir besoin de quelqu'un, d'un mari, d'une protection. Mais non, je peux me débrouiller. Tu as toujours pu. J'ai verrouillé la porte. Tu avais juste besoin de le réaliser. En décembre, j'ai pris une décision. J'ai convoqué Maître Leclerc. Je veux officialiser la transmission de CAF Tardy à Florence.
pas après ma mort. Maintenant. Donation-partage? Exactement. Avec usufruit pour moi, naturellement. Mais elle sera propriétaire, responsable. Elle est prête? Plus que prête. L'acte a été signé le 18 décembre. Florence, en larmes, a serré ma main pendant que le notaire a posé son sceau. Papa, je ne sais pas quoi dire. Dis juste que tu continueras à faire du bon vin. C'est tout ce que je demande. Les fêtes de fin d'année ont été particulières. Pas de Thierry, évidemment, juste Florence et moi. Et quelques amis proches. Le réveillon du Nouvel An, nous l'avons passé à Saint-Émilion, dans la maison de famille. Notre maison, protégée par la SCI Vignoble Tardy. Inattaquable, éternelle. Florence a ouvert une bouteille de Pétrus, un vrai cette fois. 1990, année de sa naissance. À quoi trinque-t-on, papa? J'ai réfléchi, à tant de choses. À la justice, à la survie, à la famille, la vraie, celle qui reste quand les masques tombent. À la vérité, ai-je finalement dit, et au temps qui révèle tout. Nous avons trinqué. Le vin était magnifique, complexe, profond, honnête, comme devrait l'être la vie. Janvier 2025 a amené une surprise. Florence est arrivée un matin à Cave Tardy avec un homme. Cheveux bruns, sourire timide, regard intelligent. Papa, je te présente Arnaud. Il est œnologue à Pauillac. Arnaud m'a serré la main. Monsieur Tardy, c'est un honneur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère? Il a ri. Florence m'a tout raconté. Vous êtes impressionnant. Je suis juste un vieil homme têtu. Mais j'ai vu comment il regardait ma fille, avec respect, avec admiration, pas avec la fausse dévotion que Thierry affichait, avec quelque chose de réel. Prenez soin d'elle, ai-je dit simplement. Promis, et je l'ai cru. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet 2025. J'ai 65 ans depuis 3 semaines. L'été bordelais est magnifique, chaud, sans être étouffant. Je suis assis sur la terrasse de Saint-Émilion, un verre de Château Angélus à la main, celui que je dégustais le jour où tout a commencé, en mars. Les vignes s'étendent devant moi, vertes et généreuses. Florence et Arnaud préparent le déjeuner dans la cuisine. J'entends leurs rires à travers la fenêtre ouverte. Thierry purge sa peine à la maison d'arrêt de Gradignan. 4 ans. Il sortira en 2029. Que fera-t-il alors? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Stéphane est à Bordeaux-Gradignan également. 5 ans. Plus de réseau, plus de réputation, plus de futur dans le vin. Ils ont payé les 127 000 euros. Par tranche, prélevés sur leurs maigres économies et les ventes forcées de leurs biens. Cave Tardy prospère. Florence est une chef d'entreprise née. Elle a des idées, de l'énergie, une vision. Moi, je suis là pour conseiller, pour savourer, pour profiter. Ai-je des regrets? On me pose souvent la question. Non, aucun. J'ai protégé ce que j'avais construit. J'ai sauvé ma fille. J'ai utilisé la loi française, magnifique, complexe, juste, pour rendre justice. Certains diraient que j'ai été impitoyable. Ces gens-là n'ont jamais été trahis par quelqu'un qu'ils aimaient. D'autres diraient que j'ai eu de la chance. Peut-être. Mais la chance, comme le disait Sénèque, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. J'étais préparé. Depuis le contrat de mariage de Florence, il y a 8 ans. Depuis les précautions juridiques que j'ai toujours prises. Depuis ma connaissance du droit français et mon respect pour la loi. Quand l'opportunité s'est présentée, ou plutôt quand la trahison s'est révélée, j'étais prêt. Florence sort sur la terrasse. Papa, le déjeuner est prêt. J'arrive, je finis mon verre. Le vin est parfait, authentique, réel, comme ma vie maintenant. Je me lève, rentre dans la maison qui appartient à ma famille depuis 3 générations. La maison que Thierry ne touchera jamais. La maison où mes futurs petits-enfants, si Florence et Arnaud décident d'en avoir, grandiront dans la vérité et la sécurité. Autour de la table, nous levons nos verres. À la famille, dis-je. À la vérité, ajoute Florence. Et au temps qui révèle tout, conclut Arnaud, nous buvons. Dehors, le soleil de juillet illumine les vignes. La vie continue. Belle, juste, mienne. Parfois, en France,
La justice est lente, mais quand elle arrive, elle est implacable, comme le bon vin, comme la vérité, comme moi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.